Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Un été sur YouTube. En bras de chemise, François Bayrou, 74 ans, a lancé sa chaîne, comme on dit. Le but de cette communication directe que je vous propose, c'est que vous soyez vous-même, vous forgiez vous-même votre propre opinion. Encore une fois, si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire. Au menu, la dette, le chômage, remettre la France au travail. Plus de 120 000 vues pour la première vidéo. Passé la curiosité, les épisodes suivants n'ont rassemblé que quelques milliers d'internautes. Pas vraiment ce qu'on appelle un buzz. Merci à tous et à demain. En optant pour une chaîne YouTube, le Premier ministre, comme d'autres, fait le choix d'une communication directe, sans intermédiaire, sans journaliste. Vous êtes pris pour des imbéciles. Vous êtes, en quelque sorte, les invités d'un banquet médiatico-politique permanent, d'un dîner de cons permanent. Avec 2,2 millions de followers sur TikTok, Jordan Bardella est le champion des réseaux sociaux. J'ai faim. Une spontanéité affichée, revendiquée, parfois surjouée, qui vise principalement la jeune génération qui apprécie plus ou moins ces opérations séduction. Peut-être que ça peut me donner une meilleure image de certains candidats, surtout quand ils ont l'air proches des électeurs, qu'ils ont l'air sympathiques. Mais je pense pas que ça puisse déterminer mon appartenance à un mouvement politique. Les jeunes ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et je pense que ça les encourage à voter pour leurs idées et leurs valeurs. Et enfin, voilà, ça influence beaucoup les jeunes, je pense, oui. Alors, la prise de parole solennelle à l'ancienne est-elle passée de mode ? C'est la base. Les politiques doivent-ils à tout prix investir les nouveaux outils comme YouTube et TikTok ? Quelle influence sur l'abstention et sur le résultat des élections ? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Franck Louvrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy, maire de La Baule-Escoublac. Votre livre, Ce qu'il me reste à faire, les confidences du maire, justement, de La Baule-Escoublac, est paru aux éditions Librinova. Et selon vous, le format court est devenu aujourd'hui le mode de consommation des médias par les Français. Les politiques doivent donc, dites-vous, s'adapter à ce changement. Ils doivent prendre le virage des réseaux sociaux. À vos côtés, Alexis Lévrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des médias, maître de conférence à l'université de Reims. Votre livre « Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse » est paru aux éditions des Petits Matins. Selon vous, les réseaux sont une évolution inéluctable pour les politiques, mais avec des effets pervers, dites-vous. De plus en plus souvent, les interventions en séance à l'Assemblée nationale sont calibrées pour être diffusées sur TikTok. Et puis Stéphanie Wojcik, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Est Créteil. Vous travaillez d'ailleurs sur l'expression politique en ligne. Et selon vous, les politiques cherchent à investir ces réseaux en espérant atteindre de nouveaux publics, mais ce n'est pas si évident, hein. La majorité de ces comptes sont, dites-vous, notamment suivis par des journalistes, on le sait bien, et des personnes déjà très politisées. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 7800 comme le nombre d'abonnés en une semaine à la chaîne YouTube FB Direct, François Bayrou Direct. Lancer une chaîne YouTube en plein été sur le budget, Franck Louvrier, c'est un peu osé, non ? Oui, c'est osé, mais c'est assez audacieux parce que je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'opportunités pour pouvoir s'exprimer avant le calendrier parlementaire, qui est celui du vote du budget. Il sait qu'il est mis en danger sur ce sujet. Et donc, il a utilisé une mode de communication qui, d'une façon ou d'une autre, remplace un peu la tournée des plages quand on faisait de la politique il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on utilise là le podcast, et le podcast permet d'être réécouté. Alors après, la forme peut être critiquée, mais je trouve que la méthode n'est pas idiote, parce qu'elle permet justement d'essayer de pouvoir dire qu'il a quelque chose à faire et quelque chose à dire dans cette période-là, pour essayer de convaincre les plus sceptiques, qui sont généralement, en plus, ceux qui sont assez jeunes, et c'est vraiment la cible. Alors Stéphanie Wojcik, le problème avec ces vidéos de François Bayrou, c'est que les commentaires ont été coupés dès la première. Est-ce que ça veut dire que c'est une approche quand même un peu à l'ancienne, voilà, d'approche du web, justement. On ne sait pas véritablement encore quels sont les codes, ou alors c'est fait exprès, et à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je ne sais pas si ça a été coupé, parce que moi, j'en ai vu certains, quand même, les commentaires sur les 5 épisodes. Au début. Ça a été coupé au début. Ça a été coupé, là, et voilà, ça a été remis. Je ne sais pas si c'est une approche à l'ancienne, mais c'est une approche qui est manifestement, oui, descendante. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il a l'air de dire de communication directe avec son électorat ou avec des personnes qu'il chercherait à convaincre, c'est un dialogue unilatéral, enfin, si on peut dire.
dire. Enfin, c'est quelque chose où il s'exprime face caméra de manière très traditionnelle et il essaie de défendre ses perspectives et les choix et les méthodes qu'il a fait. Mais après, on voit bien dans les commentaires qui sont réapparus que sur l'ensemble des épisodes, ce sont des commentaires extrêmement critiques, quoi. Oui, Alexis Lévrier, pour élargir un petit peu le propos, est-ce que les politiques aujourd'hui ont intérêt, ont la nécessité d'utiliser ces nouveaux outils ? Oui, je pense qu'ils sont obligés. De toute façon, les médias évoluent vers ça, et même les anciens médias comme les médias audiovisuels, même comme les médias papier, ouvrent des formats de ce type pour s'adresser aux nouvelles générations. On voit dans les écoles de journalisme que nos étudiants, ils sont rompus à l'usage de ces nouvelles plateformes. Et donc, il est logique de se tourner vers ces nouveaux médias. Et je comprends tout à fait le choix de François Bayrou. Le problème dans son cas, c'est qu'il aurait mieux fait de faire la tournée des plages, en réalité. À l'ancienne, justement, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un qui a un parcours d'élu local irréprochable de ce point de vue, qui connaît la population, qui est très à l'aise dans cette relation directe. En revanche, il ne maîtrise pas du tout les codes d'une communication sur YouTube, d'où le fait qu'effectivement les commentaires aient été coupés dans un premier temps, alors que la seule raison d'être de ces médias, c'est l'interaction avec le public. Et puis on voit bien qu'il ne maîtrise pas cette façon de faire et qu'il est à l'ancienne dans un format qui est moderne. Donc c'est constamment décalé et ça se retourne contre lui, même si je crois que sur le temps long, lui, il est plutôt dans la logique presque une logique de testament, c'est-à-dire qu'il sait que sa survie politique est assez brève, et donc il essaye de montrer que jusqu'au bout, il aurait fait un effort de pédagogie. Franck Louvrier, vous-même, est-ce que quand vous avez conseillé Nicolas Sarkozy, quand il était président, c'est-à-dire que les réseaux sociaux arrivaient à ce moment-là, est-ce que vous avez dû un peu forcer justement Nicolas Sarkozy à l'époque à s'y mettre? Est-ce que d'abord, on a été forcé par les faits. Casse-toi pauvre con, c'était il y a 17 ans. Ouais. Et c'était pas un smartphone, c'était une vidéo qui avait été captée par une agence vendue aux Parisiens. Donc, ça a fait le tour ensuite dans les faits des réseaux sociaux. Et c'était le début justement de la présence et de la viralité, ce qu'on appelait la viralité. Et nous, on essayait de lutter ça avec une dépêche AFP. Ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y a bien sûr un domaine particulier qui est la viralité et donc les débuts des réseaux sociaux et à l'époque d'Internet. Donc je pense qu'il ne faut rien négliger. D'abord, quand vous êtes conscient en communication, il n'y a aucun média qu'il faut négliger, quel qu'il soit, quelle que soit son importance, quelle que soit son audience, parce qu'elle s'adresse toujours à des personnes différentes des autres. Et donc, c'est ça l'enjeu. Donc, que ce soit un format court, que ce soit un format long. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de formats courts, ce qui ne permet pas de tester la qualité des hommes et des femmes politiques. Vous savez, moi, je suis d'une génération où il y avait 100 minutes pour convaincre. 100 minutes pour convaincre, c'était très difficile. La preuve, c'est qu'à la fin, ils n'avaient plus de clients. Ouais, et même des journalistes d'aujourd'hui, comme Caroline Roux, par exemple, qui vous expliquent qu'elle ne trouve plus personne pour débattre. Ils se protègent. Ils ne veulent pas se mettre, je dirais, dans le feu du débat. Et donc, ils se protègent en faisant des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, vous les maîtrisez. Quand vous coupez les commentaires, il n'y a plus de débat, donc l'affaire est réglée. Maintenant, c'est du top d'armes pour convaincre. Et parmi les grands utilisateurs de ces réseaux, il y a quand même notre président. C'est même le premier chef d'État à se mettre autant en scène. Je vous propose de regarder, peut-être que vous aurez la ref, cette scène d'Emmanuel Macron. On est un an avant les JO. Bonjour à tous, on est à J-200 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Alexis Lévrier, pourquoi est-ce que quand c'est Obama qui joue au basket, la vidéo elle est virale, on applaudit? Pourquoi est-ce que quand c'est Macron, on dit que c'est ringard? Alors, on le dit ça maintenant. Au début, tout le monde a salué la modernité de sa communication. Or, il y avait déjà des biais, il y avait déjà des dangers qu'on voit bien dans un livre qui s'appelle Un personnage de roman de Philippe Besson, l'écrivain qui a accompagné sa campagne de 2017 et qui raconte les coulisses. Et le discours d'Emmanuel Macron à l'époque, c'était déjà d'évincer les journalistes pour, la phrase c'est « il faut une relation directe désintermédiée au peuple ». Et c'est à ce titre qu'il avait choisi de miser sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est dangereux. Parce que moi, je comprends tout à fait qu'on s'appuie sur ces nouveaux outils de communication, mais pas qu'on se passe des anciens, et notamment de ce qu'il y a de plus légitime d'un point de vue médiatique, qu'est la confrontation avec les journalistes. Et quand on essaye de contourner la médiation journalistique, alors on est dans une dérive. Et c'est ça qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron. Pas le côté un peu maladroit de certaines séquences, c'est le fait qu'il ait préféré parler à McFly et Carlito plutôt que de parler à des journalistes. C'est ça qui est dangereux. Alors on parlait justement de Barack Obama, et Natacha, on va voir avec vous, outre-Atlantique, que les politiques, alors là, ils excellent dans l'exercice carrément. Oui, c'est le cas par exemple de la nouvelle présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui est aussi la reine sur YouTube, 1,5 million de vues pour sa dernière vidéo en réponse à la hausse des droits de douane de Donald Trump. Alors,
Tous les matins, elle tient en direct une conférence de presse, la matinale du peuple. La présidente est particulièrement populaire. Plus de 80% des Mexicains sont contents de son élection. Alors, est-ce lié à son omniprésence en ligne? Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Alors, toujours sur le continent américain, on voit que la politique spectacle a atteint des sommets. Oui, avec un biopic sur Javier Milei, la série diffusée sur X en septembre, 6 épisodes qui retracent le parcours du président argentin, de son passé de polémiste à son arrivée au pouvoir, une série soi-disant documentaire mais qui a tout d'une propagande. Milei puede gustar mucho, poco o nada. Y en el escenario de tercios, Milei puede pasar por el medio y llegar a segunda vuelta. Et le roi des réseaux sociaux, c'est quand même Donald Trump, encore lui, un roi pourtant déchu. On se souvient qu'il avait été banni de toutes les plateformes en 2021, après l'assaut du Capitole. Il avait alors créé True Social, sa plateforme de microblogging. Et le temps de disgrâce paraît loin, car pendant sa campagne électorale, il est parti à la reconquête de tous les réseaux. Il est maintenant présent partout, TikTok, Instagram. Stéphanie Wojcik, est-ce que ces présidents-là, est-ce que ça peut être une source d'inspiration pour nos politiques français ? Ouais, je crois que ce que vous avez montré, on l'a peut-être un petit peu oublié, parce qu'il y a aussi une histoire, malgré tout, de la communication politique numérique et des réseaux sociaux, mais les séries, et notamment les web-séries, nos politiques les ont faites. C'est-à-dire en 2012, si je me souviens bien, Jean-Luc Mélenchon avait lancé sa web-série, qui s'appelait d'ailleurs En Marche. Lors des dernières campagnes présidentielles, Emmanuel Macron a aussi sa web-série qui s'appelait Le Candidat, donc il y a des proximités. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon aussi, donc l'idée de faire une web-série pour essayer de véhiculer une image plus authentique, plus proche du peuple, candidat presque entre guillemets ordinaire, ou en tout cas dans lequel on peut avoir confiance, c'est quelque chose que l'on fait sans trop de difficultés. Mais on retrouve dans ce que vous avez montré un petit peu ce que disait Alexis Lévrier sur l'idée que l'on puisse effectivement se passer d'une médiation humaine, mais qui est remplacée de fait par une médiation technique, c'est-à-dire que la personnalité politique va vouloir s'adresser directement à tout ou partie de son électorat. Mais c'est oublié, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée des shorts, du fait qu'on est désormais dans un moment où les interventions sont courtes, oui. Parce qu'on voit apparaître quand même, alors pour le meilleur et pour le pire, des nouveaux médiateurs, notamment sur YouTube, ou des personnalités avec lesquelles les personnalités politiques peuvent discuter, peuvent être interviewées. Moi, je pense à des choses aussi connues qu'Hugo Décrypte, oui. Ou sur Twitch, quelqu'un comme Jean Massier ou Samuel Etienne, qui ont pu, lors des campagnes électorales et même après, oui. Interviewer aussi des acteurs politiques. Donc il y a la propagande, on va dire, que font les acteurs politiques, et puis après il y a aussi d'autres espaces numériques où les acteurs politiques peuvent s'exprimer plus longuement s'ils le souhaitent. Alors la question aussi qu'on peut se poser, Franck Louvrier, c'est à force de le faire, est-ce que c'est que de la communication ou ça peut vraiment marcher électoralement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en retirer un bénéfice? D'abord, vous avez un enjeu, vous, journaliste. C'est de ne pas faire disparaître votre métier, oui. Et de vérifier l'information, parce que l'essence même d'un journaliste, c'est quand même de vérifier l'information et d'être, d'une façon ou d'une autre, le gage d'une information de qualité. Alors là, on l'a vu avec Javier Milei, on sait que ça vient bien de Javier Milei. Voilà, attention à ceux qui ne le sont pas, et ceux qui le sont, moi je ne suis pas là pour défendre les journalistes, mais en tout cas, je pense que vous êtes non, parce que ce n'est pas mon rôle, mais je veux dire, vous êtes là des interfaces, et c'est toute la différence entre la communication et l'information. Et juste, alors d'après vous, est-ce que ça rapporte des voix? Simplement. Bien sûr que ça permet de rapporter sans doute des adhésions, ce qu'on appelle les followers, des gens qui vous suivent. Mais c'est pas pour ça que ça fait l'opinion. C'est des moments de débat. Et je pense que le fait qu'on ait des formats courts comme des formats longs, le livre n'est pas encore mort, et le livre politique non plus, par exemple. Parce que vous prenez 1h30 à peu près d'une personne pour qu'il vous lise pendant cette période-là. Alors que quand vous êtes sur Twitter, quand vous êtes sur... Vous le vérifiez ça localement, l'adhésion? Bien sûr. Ah, mais c'est essentiel, parce que vous voyez bien, quand vous avez un intérêt pour la politique, vous pouvez regarder les réseaux, mais vous avez besoin aussi un peu de matière. Et la matière, c'est long. C'est pas le court, parce que le court, ça marche pas. Vous pouvez pas en 1 minute 30 expliquer votre programme, quel qu'il soit. Alexis Lévrier, on le voit justement, je repose ma question sur l'adhésion, parce qu'on a vu quelques exemples assez contraires. En France, on ne sait pas véritablement, mais on a vu par exemple qu'en Allemagne, un parti comme l'AfD a énormément de followers, et on a vu la progression en effet ensuite dans les urnes. Alors est-ce que c'est forcément quand un politique a beaucoup de followers, est-ce que ça suit forcément dans les urnes? Non, pas forcément, mais enfin c'est un atout, et je crois qu'ils misent tous un petit peu là-dessus maintenant. On voit que les partis les plus radicaux en tirent
vraiment une utilisation très forte et assez efficace, il faut bien le reconnaître, que ce soit donc dans la gauche radicale, les insoumis ou à l'extrême droite, et notamment parce que ces partis se construisent contre les médias traditionnels. Donc ça nourrit leur discours. Moi, je me souviens d'un C'est à vous en mars 2019, où on avait Nicolas Dupont-Aignan qui était invité. Donc tout ce discours qui consiste à dire qu'ils sont évincés des médias traditionnels est faux. C'est une posture. Mais en fait, il avait choisi de fabriquer un moment de télé contre Patrick Cohen. Bien avant Rachida Dati, il avait déjà testé ça, et il l'avait qualifié de serviteur du pouvoir. Et évidemment, Anne-Sophie Lemoine avait mis fin à l'interview, et directement derrière, il était allé dans la rue, il avait fait un live sur Facebook pour dire « Regardez, j'ai affronté le tribunal médiatique et j'ai dû être évincé ». Donc tout ça est construit. C'est une façon, même quand ils vont dans les médias traditionnels, de dire « Nous sommes des victimes de ce système et donc nous le contournons avec des outils comme Facebook, comme X ». Les députés ont bien compris l'intérêt d'exister sur les réseaux sociaux, et certains vont jusqu'à faire des interventions à l'Assemblée nationale calibrées pour, par exemple, une vidéo TikTok. C'est le cas, par exemple, de cette vidéo de la présidente des écologistes. Regardez. Je sais que le Rassemblement national n'aime pas l'opposition, aime peu les critiques et a peu de goût du débat démocratique, mais il me semble que nous ne sommes pas encore en Russie ici, que le modèle démocratique français est toujours solide, et que si vous voulez avoir un système autoritaire, allez vivre en Russie, ils vous payent déjà, au moins les choses seront claires. Donc on le voit que là, c'est une intervention pensée pour TikTok, postée sur TikTok. Stéphanie Wojcik, est-ce que ça peut changer, modifier, peut-être même nuire au débat démocratique à terme? Alors, je vais essayer de répondre à cette question, mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit juste avant. Très rapidement, parce que... l'engagement. Non, je voudrais juste dire une évidence qui est de ne pas confondre l'engagement qu'on peut mesurer avec des métriques, de nombre de followers, de nombre de vues, le nombre de partages, etc., et l'engagement réel pour un candidat ou pour une personnalité politique, parce que les deux ne sont pas synonymes, quoi. Et donc, je crois qu'il y a quand même un enjeu pour les personnalités politiques, c'est d'avoir une grande visibilité, donc d'avoir un très grand nombre de followers, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils sont, mais c'est aussi des enjeux qui sont liés à leur positionnement dans le champ politique. Alors, sur le côté, justement, les députés TikTok qui calibrent en effet leur intervention par rapport aux réseaux sociaux. Je crois que les députés, ils ne pensent pas d'abord TikTok, ils pensent TikTok et l'ensemble des autres interventions médiatiques ou sur des médias qui leur permettent d'expliciter leur position. Là, il est clair que la personne, effectivement, comme ça a pu être dit antérieurement, elle vise une partie d'un électorat qui est plutôt jeune, qui est plutôt friand de type de contenu court, qui pourra être effectivement, qui a un potentiel de viralité davantage qu'effectivement une explicitation de programme pendant 1h30 avec Hugo Décrypte ou autre. Je vous rappelle quand même que les électeurs sont des personnes âgées aujourd'hui. Il y a 50% des abstentionnistes et les électeurs sont des personnes âgées. Et ce n'est pas ceux qui sont les plus friands des réseaux sociaux. Donc il faut faire aussi attention à cette lentille un peu déformante de toujours se dire tout passe par les réseaux sociaux. Non, la presse quotidienne régionale est importante. Elle s'adresse à des électeurs. Oui, mais le but de Mélenchon, c'est d'aller chercher cet électorat. Pourquoi les partis extrêmes, justement, utilisent énormément? Parce qu'eux, ils n'ont pas toujours accès, en tout cas au début de leur histoire, ils n'ont pas toujours accès aux médias traditionnels. Et donc, ils utilisent justement ces réseaux qui sont accessibles pour tout le monde, par tout le monde, pour pouvoir justement pénétrer dans le monde politique. Alexis Lévrier, est-ce que du coup, quand on veut toucher comme ça des jeunes qui parfois ne votent pas encore, c'est une manière finalement d'infuser dans les mentalités? Oui, et puis encore une fois, à condition que ça s'accompagne de l'acceptation de la contradiction journalistique, le fait de s'adresser aussi à des médias traditionnels, moi, j'y vois pas du tout un problème. Et à mon avis, c'est une évolution qui est inéluctable. Et encore une fois, dans les écoles de journalisme, on voit aussi, et d'ailleurs, Le Monde, les grands médias traditionnels ont tous misé sur ces formats-là. C'est une évolution. Dans l'histoire des médias, ça se répète constamment. C'est-à-dire que les évolutions technologiques sont assimilées par les médias traditionnels et ils s'enrichissent de ces évolutions. Donc, pour moi, c'est pas du tout un souci. Le problème, c'est quand on en arrive à des postures. Là, les séquences qu'on voit de 20 secondes, elles sont calculées pour faire du buzz, pour faire du clash. Et il faut se souvenir que quand Emmanuel Macron parle de désintermédiation, il a tort. Ce sont des médias. Donc il y a des règles. Simplement, ça ne sont pas les journalistes qui les fixent. Ce sont ces plateformes et elles sont calculées pour faire du buzz. Et donc, quelque part, il faut accepter les règles qui sont fixées par ces plateformes, lesquelles, il faut le rappeler, se sont toutes ralliées pratiquement aujourd'hui à Donald Trump et à l'extrême droite. Stéphanie Wojcik, je voyais réagir par rapport à Non, mais c'est aussi par rapport à ce que disait Franck Louvrier tout à l'heure en disant les journalistes doivent défendre leur métier, etc. La contradiction, elle est plus forcément portée par des journalistes en tant que tels, mais vous la trouvez justement dans la séquence
section commentaire, avec des individus plus ou moins ordinaires qui prennent la parole, qui s'expriment, qui mettent en visibilité des propos qui sont contradictoires et qui ont une visibilité beaucoup plus grande que ce que l'on peut voir dans les médias traditionnels où ils n'ont pas accès quand même. Donc effectivement, il y a un travail à faire pour les journalistes de garder leur métier, mais il y a aussi le fait de regarder ce qui se passe dans les espaces numériques avec des individus, on va dire, qui n'ont pas accès à l'espace public traditionnel, qui prennent la parole et qui peuvent être en mesure de porter la contradiction, y compris en la documentant, en la sourçant, en faisant référence à des articles, à des interventions antérieures. Et c'est ça aussi auquel on ne pense pas toujours, c'est que le web, c'est une archive politique, c'est une mémoire. Oui, alors je trouve qu'elle est exposée quand même à la fois aux fake news, c'est-à-dire aux fausses informations, et aussi aux mouvements qui veulent pousser leurs idées, notamment dans les commentaires, parce qu'on le voit souvent. Moi, il m'arrive, par exemple, comme maire, de faire des entretiens Facebook, où j'ai les commentaires. Je vois bien qu'il y en a certains, c'est les mêmes, c'est une récurrence, et c'est ceux qui sont là pour m'attaquer ou pour dire que c'est très bien, dans les deux sens. Mais voilà. Et dans l'idée de rester aussi dans une bulle, parfois. On est entre exactement, parce on ne parle pas aux autres. C'est le problème des réseaux. Alors, voilà, c'est ça. Mais Alexis Lévrier, ça veut dire en fait que le bon vieux JT n'est pas mort. Non, je suis persuadé qu'il va continuer longtemps. En fait, il va circuler sur d'autres médias. On voit bien que ces JT s'adaptent. Ils isolent eux-mêmes des séquences qui sont destinées aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'éternelle histoire des médias qui fait que rien ne disparaît et tout se réinvente éternellement. Mais les JT sont d'autant pas morts que font les acteurs politiques? Ils font des extraits. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils passent à longueur de journée sur leur compte de réseaux sociaux. C'est mon extrait dans la matinale de je ne sais pas où, mon intervention télévisée, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui s'alimente réciproquement. Allez, on va voir que grâce à notre archive, nous allons voir qu'il fut un temps où les réseaux sociaux n'existaient pas. Et oui, c'est possible. En 1975, pour dépoussiérer la communication politique, Valéry Giscard d'Estaing s'invite à dîner une fois par mois chez un couple de Français tirés au sort. Et croyez-moi, valait mieux ne pas se rater sur le soufflet. Là. Qui est-ce qui avait invité le président à venir sur la famille? C'est vous, mademoiselle, non? Oui, c'est moi. Comment ça s'est passé? C'est avec votre soeur que vous avez fait? Oui, c'est un soir à la télévision, on avait entendu Monsieur le Président qui disait qu'il serait très heureux d'être reçu dans les familles. Alors, avec Isabelle, on s'est dit, pourquoi pas nous? Bon, est-ce que vous avez parlé avec lui? Oui, j'ai parlé avec lui. De quel problème? J'ai parlé des problèmes de l'école. On abordait tous les problèmes, sans les approfondir en fait. Bon, alors au bout d'un moment, c'est plus devenu le président, c'était quelqu'un qui venait chez vous. Oui, c'est ça. C'était un ami vraiment, parce qu'on pouvait parler de n'importe quoi. Et il s'intéressait à tout. Voilà, nous étions en 1975, mais Franck Louvrier, quand on voit ça aujourd'hui, est-ce qu'on se dit, ce genre d'initiative de communication, est-ce que c'est pas plus efficace qu'aujourd'hui que le YouTube de François Bayrou? Non, parce que l'environnement est plus le même. C'est comme si vous me donniez, par exemple, la stratégie de Jacques Pilan, qui était basée sur la rareté, qui a été le communicant à la fois François Mitterrand. De François Mitterrand et de Jacques Chirac, au début. Le fait est, c'est qu'on sait bien que maintenant, la rareté, c'est très difficile, parce que vous êtes exposé. D'abord, vous usez plus vite quand vous êtes homme ou femme politique. Bien sûr. On le voit bien, les carrières sont plus courtes, parce que justement, l'exposition est plus forte. Donc tout ça fait que la mise en scène, elle se voit plus aussi, parce qu'on est plus adepte de lire dans les médias qu'on pouvait le lire à l'époque. C'est sûr qu'à l'époque, vous aviez 2 ou 3 chaînes. Maintenant, vous en avez des dizaines. Donc voilà, tout le contexte. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à tous les médias. Et c'est ça sans doute l'enjeu. Et c'est le rôle des communicants. C'est là leur métier, l'essence même de leur métier. Allez, ça doit se terminer. Merci beaucoup en tout cas à vous 3 d'être venus débattre ce soir autour de ce sujet.